Bonjour à tous. Marie Léost, donc responsable du service tourisme à la chambre de commerce, CCI MBO Morlaix. Je vous remercie de participer à cette réunion donc sur la thématique de l'embauche, des travailleurs étrangers dans les cafés, hôtels, restaurants. L'organisation de cette réunion fait suite, à l'organisation du salon de l'emploi qui a été organisé le 7 mars dernier sur nos 3 délégations et qui malheureusement, cette année n'a pas attiré, grand nombre de candidats, puisque comme on le sait tous, l'embauche de personnel sur, ce secteur d'activité, comme beaucoup d'autres, est très tendue, actuellement. C'est pour cela que nos élus donc ont souhaité, mettre en place tout un programme d'action visant à aider les professionnels du tourisme dans leur démarche de recrutement et donc cette réunion est l'une des premières actions, pour vous accompagner, dans vos embauches. Je remercie, vraiment chaleureusement la DETS, et l'UMI, qui ont, accepté d'animer cette réunion, et nous transmettre donc, voilà des informations, précieuses sur cette thématique. Voilà, sur des aspects plus pratiques, et afin de respecter le timing, je vous propose de poser les questions, en fin d'intervention. Donc, la réunion va se dérouler en 3 parties. Donc à la fin de chaque partie, de chaque intervention, on pourra faire un jeu de questions-réponses. Si vous souhaitez, poser des questions en cours de route, merci d'utiliser le chat et on posera vos questions donc, à l'issue. Voilà, je vous remercie et donc je laisse, madame Kenedek et monsieur Blouet, hop, démarrer. Je vais arrêter mon partage de contenu. Voilà, je débute peut-être. Monsieur Blouet, donc de la DETS du Finistère, bon, c'est un acronyme un peu barbare et assez nouveau. Les DETS sont le produit de la fusion entre les anciens services départementaux de la Directe et la DDCS. Bon, bref, c'est la direction du travail, en clair l'inspection du travail pour le département du Finistère. Alors moi, je suis responsable d'une unité de contrôle ici, une unité de contrôle de l'inspection du travail qui comprend 8 sections d'inspection, donc 8 agents de contrôle de l'inspection du travail. Et les agents de contrôle de l'inspection du travail interviennent sur l'ensemble des champs de compétences qui leur sont attribués par le Code du travail, qu'il s'agisse de l'industrie, du commerce, de l'agriculture ou du secteur maritime. Voilà. Alors, je me propose effectivement de déployer aujourd'hui une petite intervention relativement courte, hein, vous verrez, sur la question de l'embauche des travailleurs étrangers, avec des règles qui, dans un certain nombre de domaines, effectivement, sont quand même relativement complexes. Alors, avec Madame Keledek, ma collègue, on a souhaité faire une présentation la plus synthétique possible, hein, pour que les grands principes soient les mieux compris possibles et les mieux intégrés possibles dans le cadre de vos procédures d'embauche. Voilà. Donc, comme l'indiquait Madame Léos, ce que je propose également, c'est que je fasse ma petite présentation dans un premier temps, et qu'à l'issue de cette partie présentation, on puisse prendre en compte vos questions et, si possible, y répondre, hein, si la réponse est à notre portée. En tout état de cause, si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, on se proposait effectivement de prendre vos questions et d'y répondre ultérieurement, soit par mail, soit par téléphone. On verra effectivement comment les choses pourront s'organiser ultérieurement. Voilà, je laisse juste Madame Kenedek se présenter rapidement, puis ensuite je débuterai ma présentation, si vous voulez bien. Oui, donc moi, je suis Jocelyne Kenedek, donc aussi à la DETS. Je fais partie du service des renseignements, donc chargée de renseignements en droit du travail. Et auparavant, je m'occupais de l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de la main-d'œuvre étrangère. Donc maintenant, sachant que depuis le 1er avril 2021, c'est le ministère de l'Intérieur qui traite ces demandes via le site, les 5 plateformes qui sont situées en France.
dont une dévolue au travail, à l'embauche des personnes saisonnières. Voilà. Voilà. Je me lance. C'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit le partage d'écran là. C'est bon? Oui, pour moi, oui. Alors, C'est bon. bon. Alors peut-être que vous avez possibilité de le mettre en plus grand. Ah, Ça, c'est petit. pourquoi c'est petit comme ça? Sinon, c'est assez lisible hein, quand même. Ouais, mais c'est bizarre, effectivement. C'est pas mieux, là? Non, on voit toujours, la première et la deuxième. Si on Ouais, pouvait Ah, c'est voir bizarre, oui. une par une, ce serait peut-être mieux. on voit votre écran. Votre écran. Peut-être recommencer. On avait pourtant fait les tests avant. Hein. Bah oui. C'est toujours comme ça. Comme ça, c'est mieux? Non, toujours pas. C'est un peu mieux. Ouais, C'est mieux? c'est bien, ouais. C'est mieux comme ça? Oui. Bon. Alors, premier point hein, sur la question de l'embauche des travailleurs étrangers, une disposition du Code du travail qui souvent, hein, quand on essaie de traiter effectivement d'un chapitre particulier dans le Code du travail, on a toujours un article chapeau comme ça qui va poser les grands principes. Alors, pour le coup, effectivement, ça paraît souvent un petit peu gratuit, un petit peu abscon, mais en réalité, effectivement, quand on lit l'article en question, on voit qu'on a déjà effectivement les grandes lignes hein, de la réglementation en matière de l'embauche du travailleur étranger. Donc, il s'agit de l'article L 82-51-1 du Code du travail qui indique « Nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer à quelque titre que ce soit et pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle. » J'essaie quand même de la montrer parce que sinon... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer déjà comme enseignement de cet article? Le premier, c'est que pour travailler, pour exercer une activité professionnelle en France, quelle qu'elle soit, il faut y avoir été autorisé préalablement, donc il faut obtenir une autorisation de travail, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, il appartient à l'employeur, qui a vocation ou pas, qui a vocation à embaucher un étranger, de s'assurer que le travailleur, le futur travailleur, ou le travailleur étranger déjà en poste dans son entreprise, dispose effectivement de cette autorisation de travail. Donc, les choses sont de ce point de vue-là assez claires. Nul ne peut embaucher, effectivement procéder à l'embauche d'un salarié qui ne dispose pas d'une autorisation de travail, mais de la même manière, il ne peut pas non plus le conserver à son service. Ce qui veut dire que dans l'hypothèse où l'employeur constaterait après coup, donc après l'embauche, que le salarié étranger, le travailleur étranger qu'il emploie n'est pas muni d'une autorisation de travail, il lui revient de rompre le contrat de travail sans délai. Alors, pour ce qui concerne les règles générales, bon, il est effectivement absolument indispensable de commencer à procéder à une première distinction, bon, qui n'est pas la plus compliquée là pour le coup, hein, c'est distinguer la situation des ressortissants de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, des ressortissants des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne ou à l'espace économique européen. Alors, juste pour précision, l'espace économique européen, c'est les 27 de l'Union européenne, plus le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Hein. Donc, voilà. Alors, pour ce qui concerne les ressortissants de l'Union européenne, bon, ça c'est des choses que probablement la plupart d'entre vous connaissent. Hein. L'arrivée en France pour les ressortissants des européens, des pays appartenant à l'Union européenne ou l'espace économique européen, se fait avec une simple pièce d'identité en cours de validité. Hein, donc l'exercice d'une activité professionnelle d'un ressortissant de l'Union européenne ou de l'espace économique européen est possible sans titre de séjour ni autorisation de travail. Hein, les règles sont les mêmes que pour les travailleurs français. Il faut juste qu'on puisse s'assurer
que le ressortissant européen justifie d'une carte d'identité ou d'une pièce d'identité, bien sûr, en cours de validité. Pour les étrangers hors UE, hors Union européenne, alors là, on va distinguer trois situations. C'est là que les choses se compliquent un petit peu quand même. La première situation, c'est celle effectivement de l'étranger qui détient un titre de séjour qui vaut autorisation de travail. Il y a effectivement un certain nombre de titres de séjour qui exonèrent de fait l'étranger de solliciter une autorisation de travail. Ces titres-là sont listés par le Code du travail. On va y revenir. On reviendra sur effectivement les principaux pour qu'on ne soit pas perdu. La liste est, dans le Code du travail est longue comme le bras. La deuxième situation, c'est effectivement la situation de détention d'un titre qui ne permet pas à lui seul de travailler, c'est-à-dire que ce titre de séjour devrait être complété par une autorisation de travail qui devrait être faite par l'employeur de l'étranger candidat à l'emploi. Et la troisième situation, c'est celle du travailleur sans titre, donc, qui ne bénéficie d'aucun titre pour séjourner sur le territoire national et qui donc, évidemment, logiquement, n'a pas non plus le droit d'y travailler. Alors, pour ce qui est des titres valant autorisation de travail, donc encore une fois, les titres pour lesquels il n'y a pas nécessité de solliciter une autorisation de travail en complément. On va trouver, parmi les principaux titres, on ne les a pas tous listés parce que ça aurait été trop long, il y a la première qui fait la carte de résident de longue durée de 10 ans. Alors, il s'agit des étrangers qui sont déjà sur le territoire national et qui avaient bénéficié à un autre titre, un titre ou un autre, d'une autre carte temporaire. Alors, ça pourrait être une carte vie privée familiale, ça peut être une carte salarié, ça peut être une carte travailleur temporaire, bon, peu importe, on y reviendra, mais voilà, c'est quelqu'un qui est sur le territoire depuis un moment et qui avait déjà bénéficié d'une carte préalablement et qui, à ce stade de sa situation sur le territoire national, bénéficie d'une carte de résident de 10 ans. Celui-là peut travailler sans autorisation de travail. La carte de résident longue durée Union européenne, là on parle d'un étranger qui est entré sur le territoire de l'Union par un autre pays de l'Union européenne et qui, à ce titre, bénéficie d'une carte de résident longue durée. Alors c'est une carte particulière parce que c'est indiqué sur la carte elle-même, carte de résident longue durée Union européenne. C'est bien effectivement ce que l'employeur doit vérifier quand l'étranger lui présente son titre. Cette carte de résident longue durée Union européenne, effectivement, exempte de l'obligation d'une autorisation de travail complémentaire, mais seulement pour un contrat de travail inférieur à 3 mois. La carte de séjour pluriannuel salarié, c'est celle qui intervient là pour le coup, s'agissant d'un étranger qui avait déjà bénéficié d'une carte de séjour, d'une carte de séjour temporaire, travailleur temporaire ou salarié, qui était déjà sur le territoire, qui travaillait effectivement sous l'empire d'une carte à durée déterminée, on va dire, et qui a effectivement, par la suite, bénéficié d'une carte de séjour pluriannuel salarié d'une durée maximale de 4 ans. La carte de séjour temporaire vie privée familiale, il s'agit des étrangers qui ont une attache familiale sur le territoire national, ou certains mineurs, enfin, globalement c'est ça, c'est les étrangers qui ont une attache familiale sur le territoire national et qui bénéficient à ce titre, qui sollicitent et qui bénéficient à ce titre d'une carte vie privée familiale, VPF. C'est indiqué sur la carte, et là, effectivement, de la même manière, il n'y a pas d'obligation d'autorisation de travail. Pour ce qui concerne la carte de séjour étudiant, une particularité, c'est qu'effectivement, un étudiant sous l'empire de sa carte étudiant peut travailler jusqu'à 60% de la durée annuelle du travail, soit 964 heures pour 35 heures hebdo. C'est vrai pour tous les étudiants, sauf les Algériens, les étudiants algériens qui, eux, ne peuvent travailler que jusqu'à 50% de la durée annuelle du travail. La durée annuelle du travail, on prend la durée du titre, donc effectivement, ce n'est pas forcément la durée de l'année civile. Ils doivent demander une autorisation de travail quand même, dès la première heure quand même. Au-delà des 60% ou des 50%. Non, mais les Algériens... les Algériens, oui, absolument. Les Algériens, oui, il faut demander une autorisation de travail quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Et dernier cas, le récépissé de titre de séjour portant la mention « autorisé à travailler », c'est-à-dire que l'étranger a sollicité un titre de séjour, et la préfecture lui a délivré un récépissé de titre de séjour à ce titre, qui lui permet effectivement, dès lors que la mention est expressément portée sur le récépissé, autorisé à travailler, qui lui permet de travailler sans autorisation de travail.
Voilà, le temps de l'instruction du titre de séjour, en réalité, c'est ça. Voilà, à contrario, il y a effectivement un certain nombre de titres de séjour qui nécessitent une autorisation de travail. Et là, on va revenir un petit peu, si vous voulez, par symétrie, sur ce qui permettait avant, selon les développements précédents, de travailler sans autorisation. On va trouver effectivement la carte de séjour temporaire, travailleur temporaire, dès lors que le contrat envisagé est un contrat à durée déterminée. La carte de séjour temporaire salarié, dès lors que le contrat en question effectivement est un CDI, même si la carte de séjour temporaire ne vaut que pour 12 mois. La carte de résident longue durée européenne pour un contrat supérieur à 3 mois, hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, une carte de résident longue durée, pour un contrat inférieur à 3 mois, on n'a pas besoin d'autorisation de travail. Pour un contrat supérieur à 3 mois, il faut une autorisation de travail en plus. Donc, on pourra solliciter en plus une autorisation de travail auprès des services concernés, du ministère de l'Intérieur. Le demandeur d'asile a la possibilité, effectivement, de travailler sous couvert d'une autorisation de travail, dès lors que sa demande d'asile n'a pas été instruite 6 mois après le dépôt de la demande. Donc, il n'a pas été instruit, mais il n'a pas eu de demande, il n'a pas eu de réponse à sa demande d'asile 6 mois après son dépôt. Dans ces cas-là, il peut effectivement travailler, mais sous couvert quand même d'une autorisation de travail. Et enfin, la carte de séjour pluriannuelle, travailleur saisonnier, hein, qui est valable 3 ans, et qui est délivrée pour 3 ans, sous réserve que le contrat poursuivi soit au minimum de 3 mois, et avec un maximum de présence sur le territoire de 6 mois par an. L'idée, c'est qu'effectivement, ce sont par définition pas des travailleurs qui ont vocation à demeurer sur le territoire national en permanence. Donc, il faut qu'ils rentrent au moins la moitié de l'année, il faut qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Donc ça, ce sont des titres, effectivement, qui nécessitent obligatoirement une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle sur le territoire national. Voilà. Alors, pour la demande d'autorisation de travail, ainsi que l'indiquait en préambule ma collègue Mme Kenedek, aujourd'hui, on ne s'en occupe plus du tout, nous, au niveau des DETS. Hein. On n'instruit plus les demandes d'autorisation de travail. Les demandes d'autorisation de travail sont instruites par un service du ministère de l'Intérieur via une plateforme unique nationale, hein, dont vous trouvez l'adresse là sur le slide, hein, administration-étranger-en-france.intérieur.gouv.fr. Ça, c'est effectivement le portail, l'adresse unique du portail, sur laquelle les demandes seront déposées. Les demandes, effectivement, doivent être déposées par les employeurs. Hein, c'est l'employeur qui demande l'autorisation de travail, c'est pas le salarié. Et une des conditions exigées, hein, pour la validité de la démarche, c'est que l'employeur qui envisage d'embaucher un étranger et qui sollicite une autorisation de travail justifie, en principe, d'avoir préalablement déposé une offre à Pôle emploi, au service public de l'emploi. Ça, c'est le principe. Mais il y a évidemment des exceptions. Il y a un certain nombre de métiers pour lesquels cette offre d'emploi préalable n'est pas requise. C'est les métiers en tension. Les métiers en tension sont fixés par un arrêté de 2008. Et pour la Bretagne, il n'y a pas énormément de métiers en tension. C'est un arrêté qui effectivement décline les choses par région. Parmi les métiers en tension, je démentirai, mais parmi les métiers en tension bretons, on ne trouve pas forcément beaucoup les métiers de l'hôtellerie, café et restauration. Mais voilà, donc il faut reprendre effectivement cet arrêté pour déterminer quels sont les métiers en tension et qui, de fait, exonèrent du dépôt d'offres à Pôle emploi préalable. Ça, de toute façon, ça sera traité par les collègues de la plateforme. Et puis, un certain nombre de pays ont signé avec la France des accords bilatéraux, de la même manière, qui exonèrent les employeurs, pour ces ressortissants-là, de faire un dépôt d'offres préalable auprès du service public de l'emploi. Parmi ces pays, il y a effectivement le Bénin, le Sénégal et la Tunisie. Ça, c'est plus le problème. Alors, ce n'est pas tellement le problème des employeurs. Ils font effectivement leur demande d'autorisation de travail. Le service chargé de l'instruction des demandes d'autorisation va ensuite effectivement gérer ces questions d'offres préalables d'emploi dans le cadre de son instruction préalable. Voilà pour les grands principes. On verra ensuite effectivement peut-être sur les questions. On a souhaité avec Mme Kenedek aborder quelques situations particulières un peu compliquées et qui touchent essentiellement les mineurs. En alternance ou pas d'ailleurs, les jeunes travailleurs, voilà, au sens plus large. Alors,
on a effectivement la possibilité pour un certain nombre de mineurs étrangers sur le territoire d'accéder à des différents dispositifs d'alternance. Et là, effectivement, on a des règles spécifiques pour cette catégorie de population. Pour ce qui concerne les mineurs non accompagnés, donc les fameux mineurs isolés, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, la validation, qui souhaiterait effectivement accéder à un contrat d'apprentissage, la seule validation du contrat d'apprentissage par l'organisme collecteur, l'OPCO, suffit à les autoriser à accéder au marché du travail. De la même manière, pour les mineurs accompagnés, de la même manière, à contrario, pour les mineurs accompagnés, alors effectivement, là, on a en fait, les mineurs étrangers qui sont accompagnés de leurs parents sur le territoire national, ces mineurs-là doivent justifier d'un titre de séjour obligatoire pour accéder à l'alternance. Pour les anciens mineurs non accompagnés, les anciens mineurs isolés qui sont devenus majeurs de fait, et qui ont été pris en charge avant 16 ans par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, il revient effectivement de demander éventuellement une carte VPF, vie privée familiale, au titre d'un rattachement, d'un rapprochement de famille par exemple, et cette demande de carte VPF vaut autorisation de travail automatique. De la même manière, pour les ex-mineurs isolés pris en charge entre 16 et 18 ans, la demande de carte de séjour temporaire, plus la validation du contrat d'apprentissage par le co, vaut autorisation de travail. Alors, je vous passe les détails, ce n'est pas forcément des éléments qu'il faut retenir en l'état. De toute façon, le support vous sera communiqué, mais il faut savoir qu'effectivement, s'agissant des mineurs accompagnés et non accompagnés, il existe un certain nombre de règles spécifiques qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Pour les ex-mineurs accompagnés, donc qui sont aujourd'hui des majeurs accompagnés, entre guillemets, s'ils sont éligibles à la carte vie privée familiale, le titre de séjour, on l'a dit en introduction, on l'a dit tout à l'heure, le titre de séjour vie privée familiale vaut autorisation de travail, de fait, ça permettra effectivement de travailler dans ce cadre-là. Si par contre, ces ex-mineurs accompagnés, donc majeurs aujourd'hui, ne sont pas éligibles à la carte VPF, il faudra qu'ils demandent une carte de séjour temporaire, travailleur temporaire ou salarié, plus une autorisation de travail, puisque ces cartes de séjour temporaire, on l'a vu tout à l'heure, n'induisent pas autorisation de travail automatique. Pour ce qui concerne les étudiants stagiaires, vous en avez peut-être quelques-uns dans vos activités, étudiants stagiaires étrangers, alors pour ce qui concerne les étudiants stagiaires étrangers qui ont fait leur cursus, qui ont réalisé leur cursus étudiant en France, pas de problème, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, s'ils sollicitent un stage dans un établissement situé dont le siège se trouve en France, sur le territoire français, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Les études ont été réalisées en France, le stage en France, il n'y a pas la seule démarche, effectivement, qu'il s'agit de garantir, c'est la convention de stage tripartite entre l'organisme de formation, l'établissement accueillant et le stagiaire lui-même. Pour ceux, à contrario, qui ont réalisé leur cursus à l'étranger, qui souhaitent effectivement rejoindre le territoire national pour effectuer un stage, si le stage est inférieur à 3 mois, le visa, ce qui figure sur le passeport, est suffisant pour accéder à la formation en stage. Si le stage, par contre, effectivement, excède une durée de 3 mois, il faudra que l'employeur demande, le futur employeur, le maître de stage, demande une validation de la convention via la fameuse plateforme MOE qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, pour les travailleurs sans titre, c'est un peu de soi, mais je l'ai un peu évoqué en introduction, mais ça va peut-être mieux en disant, en répétant, il n'y a pas de recrutement ni de maintien dans l'emploi possible pour des travailleurs qui n'ont pas de titre à séjourner sur le territoire national. Par exception, il existe effectivement un dispositif spécifique de régularisation par le travail, au terme de la fameuse circulaire Valls, et qui permet, sous certaines conditions, effectivement, pour certains salariés ou travailleurs sans titre, d'accéder à la régularisation. Alors, les conditions, c'est des conditions de présence sur le territoire, des conditions de durée du travail et des conditions de ressources. Je vous passe le détail, on est vraiment sur des cas d'exception. Dans ces cas-là, pour l'obtention du titre de séjour, on le rappelle, l'interlocuteur unique de l'étranger, puisque là c'est l'étranger qui va faire cette démarche-là, c'est le service des étrangers de la préfecture de département. Hein, ce n'est pas la dette, ce n'est pas la plateforme ministère de l'Intérieur, c'est la préfecture pour les titres de séjour. Quelques points de vigilance nous est apparu important de rappeler.
et qui confirme un peu les développements que j'ai pu faire à l'instant. La pièce d'identité, le titre d'identité et la carte d'identité n'est pas une autorisation de travail, ne vaut pas, n'applique pas autorisation de travail automatique. Ce n'est pas parce qu'un étranger vous présente un titre d'identité en cours de validité qu'il est automatiquement autorisé à travailler, sauf, bien sûr, l'exception qu'on a évoquée initialement, celle des travailleurs européens. Le titre de séjour, de la même manière, ne vaut pas automatiquement autorisation de travail. On a vu qu'il y avait des titres de séjour qui valaient autorisation de travail, mais il y en a d'autres qui ne valent pas autorisation de travail, que ces titres de séjour devront donc être complétés par une autorisation de travail à solliciter auprès des services du ministère de l'Intérieur via le portail dédié. Et enfin, ça c'est important parce qu'on a des situations comme ça qu'on a constatées et qui nous ont été rapportées, la déclaration préalable à l'embauche faite auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse de l'URSSAF ou de la MSA, cette DPAE ne vaut pas non plus autorisation de travail. Ce n'est pas parce que la DPAE a été reçue et enregistrée par la MSA ou l'URSSAF que l'étranger est autorisé à travailler. Donc ça, effectivement, c'est des points sur lesquels la vigilance des employeurs est naturellement appelée. Alors si, pour une raison ou pour une autre, en cours d'exécution du contrat, ou au moment effectivement de la procédure d'embauche, un employeur a un doute sur l'authenticité du titre qui lui est présenté par l'étranger, il y a un moyen de vérifier cette authenticité auprès des services de la préfecture. Donc il y a une adresse mail dédiée, c'est le service des étrangers qui instruit ça, il y a une adresse mail dédiée à la préfecture de département. Là, je vous la livre sur le slide que vous avez actuellement à l'écran, bref-employeur-étranger@ministère.gouv.fr. À ce moment-là, effectivement, l'employeur qui nourrit pour une raison ou pour une autre un doute sur l'authenticité du titre va transmettre la copie du titre via cette adresse mail unique à la préfecture, au service étranger de la préfecture, et obligatoirement 2 jours avant l'embauche. Et là, en l'absence de réponse des services de la préfecture dans le délai de 48 heures, l'employeur est présumé avoir accompli cette vérification. Ça ne veut pas dire pour autant que le titre est nécessairement authentique. Ça ne veut pas dire non plus que la situation du salarié est pour autant purgée, mais l'employeur qui aura fait cette démarche-là sera présumé de bonne foi en cas de difficulté ultérieure. Voilà, alors ça c'est la diapo de conclusion, qui n'est pas forcément la plus sympathique, mais l'emploi d'étrangers sans titre, ou la conservation à son service d'étrangers sans titre est évidemment sanctionnée, à la fois sur le plan pénal, le Code du travail prévoit un certain nombre de sanctions pénales, qui peuvent aller effectivement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour le contrevenant, employeur, et puis des sanctions administratives, qu'on oublie souvent, mais le préfet de département peut décider, sur proposition des services de l'inspection du travail, de fermer d'autorité et temporairement un établissement qui emploierait des étrangers dépourvus d'autorisation de travail ou de titre de séjour. Et effectivement, en peine complémentaire, en sanction complémentaire, on peut effectivement avoir aussi le refus des aides publiques. Voilà. Les ressources utiles, alors, je vous invite à aller, pour vous documenter, donc là, effectivement, les supports documentaires produits par le service sont effectivement très riches et très intéressants et très complets. Sur le site servicepublic.fr, qui est très bien fait quand il s'agit de documenter les usagers sur la question de l'emploi d'étrangers. Le site internet de la préfecture, alors vous pouvez effectivement y accéder, mais vous n'aurez pas forcément toutes les informations, mais on peut avoir quelques informations liminaires sur ces questions-là. Le site internet de la DRETS Bretagne, donc ça c'est le nôtre, qui contient un certain nombre d'informations de base. Alors effectivement, par exemple, ce support-là pourrait très bien explorer, mais voilà, ça permet déjà d'avoir un premier accès à l'information. Le site internet du ministère de l'Intérieur sur la question des séjours, ministère de l'Intérieur séjour. Et puis, le service des renseignements au droit du travail de la DETS. Donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, lorsque vous avez une interrogation, une question, un doute, à solliciter directement les services de la DETS, donc de l'inspection du travail, si je résume, au niveau du département, avec un numéro unique national. Vous serez orienté vers les personnes compétentes, là, pour le coup, du département en matière d'emploi d'étrangers, et vous pourrez solliciter tous les renseignements que vous souhaitez, dans la mesure du possible, bien entendu. Voilà. Alors, je vais faire mon partage.
Merci. Alors, on a quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à continuer d'ailleurs à poser vos questions, soit dans le chat, soit en direct, là, si vous le souhaitez. Je vais peut-être commencer les premières questions. Quel est le délai de traitement pour obtenir une réponse suite à l'inscription sur la plateforme? Alors, je prends la parole, Philippe. Oui, oui. Donc, le délai d'instruction est de 2 mois une fois que le dépôt est complet. Parce que donc, on va déposer la demande sur le site. Ils vont regarder s'il manque des pièces, ils vont donc, et lorsque les pièces arriveront, c'est à partir de là que le délai de 2 mois va courir. Merci. Et y a-t-il d'autres liens familiaux pour le VPF que la filiation? Le lien frère-sœur est-il accepté? Bah, là, c'est la préfecture qui va le dire parce que ça, c'est la et ça peut, là, c'est à voir parce que c'est pas la dette qui va ni la plateforme du ministère de l'Intérieur qui va le dire. Le statut VPF, ça peut être donné aussi, par exemple, à un étranger qui vient se soigner en France et parfois il peut venir, accompagner. Donc, la personne qui va l'accompagner peut arriver à obtenir provisoirement ce titre aussi. Ouais, donc il y a quand même un certain nombre de cas où on peut obtenir ce titre. Mais frères-sœurs, ça me semble un peu limite quand même. Ouais, je pense que c'est plutôt parents, parfois grands-parents, mais frères-sœurs, je ne pense pas trop, ou alors faut qu'il y ait autre chose à côté, quoi. OK. Est-ce que, les participants ont d'autres questions à poser? Une annonce sur Pôle emploi est obligatoire dans la mesure, enfin, pratiquement, s'il n'y a pas l'arrêté, si le secteur n'est pas dans l'arrêté qui liste les métiers en tension, si je comprends bien, c'est un dépôt d'une annonce sur Pôle emploi est obligatoire? Oui, oui, sauf si, par exemple, la personne est ressortissante, ben, par exemple, de Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso. Il y a quelques pays où il existe des accords bilatéraux notamment, par exemple, la Tunisie, où il y a une liste quand même qui est très, très longue, hein. La liste des métiers est très longue. Mais certains pays, c'est 2-3 métiers en plus des métiers en tension et ça s'arrête là. Donc là, ça va être un peu au cas par cas. Mais c'est essentiellement donc la Tunisie a la plus longue liste et le Sénégal aussi. C'est assez fourni. En matière de restauration, il y a des possibilités pour le Burkina Faso. Bon, on n'a pas énormément de ressortissants de burkinabés dans le département, mais il y en a un petit peu. L'île Maurice aussi, il va y en avoir aussi. Donc le Sénégal, le Bénin, ce sont surtout ces pays-là où on peut avoir donc des possibilités d'accès plus faciles, quoi. Le métier en tension est attaché au pays? Non, alors il y a 2 choses. Il y a donc il y a une liste des métiers en tension donc, qui a été revue au 1er avril 2021. Donc, la liste n'a pas énormément bougé. Donc là, c'est pour n'importe quelle nationalité. Donc, qui a besoin d'une autorisation de travail, hein, donc pas l'Europe, bien sûr. Par contre, il y a des accords bilatéraux qui vont étendre sur le champ de certains métiers en supplément. Et ce qui est le cas de la Tunisie, là, c'est vraiment un exemple où il y a beaucoup, beaucoup d'emplois référencés qui permettent de ne pas demander, de ne pas déposer d'offres
auprès d'un service public de l'emploi, quoi. Ça, c'est lié au passé colonial, en fait. C'est surtout. Alors ça, autrement, quand on dépose son dossier sur le site, ils vont demander, donc il vaut mieux quand même vérifier ça avant. Donc, en appelant l'ADETS, moi, je peux voir quels sont les métiers. Si jamais vous avez une interrogation, en me contactant, je peux regarder s'ils sont sur la liste ou pas, quoi. D'accord, là, on a une nouvelle question. Un étranger avec un visa touristique peut-il travailler comme saisonnier? Bah non, normalement non. Il faut une autorisation de travail. Donc en visa touristique, on ne donnera pas une autorisation de travail. Ou travailler moins de 3 mois. S'ils viennent travailler 1 mois ou 2, là, il n'y aura pas nécessité, puisque le visa de 3 mois de touriste est suffisant. Mais c'est la seule possibilité, on ne peut pas y déroger. Et s'il demande une autorisation de travail avec un visa touristique parce qu'il a trouvé un emploi de 4 mois, par exemple, ça sera refusé. Ça sera refusé. Il ne rentre pas dans les clous parce qu'il faut demander un visa de long séjour si on veut venir en France pour travailler. Merci. Alors, c'est vrai que c'est complexe, hein. Il y a beaucoup Oui. de cas par cas, hein. Oui, oui. Moi, ce que je conseillerais peut-être aux professionnels, c'est de ne pas hésiter à contacter le numéro que vous avez communiqué, voilà, lorsqu'ils ont un projet d'embauche de travailleurs étrangers pour bien connaître la réglementation par rapport au profil du candidat, son pays d'origine, etc. Parce que c'est vrai que Oui, oui. c'est difficile de tout comprendre. Oui, oui, oui. Puis il y a beaucoup de petits détails qui font que ça va changer en fait en fonction, il y a oui, en fonction de beaucoup de choses, quoi. Alors, vous parliez d'un délai de 2 mois d'instruction des Oui, dossiers. C'est 2 mois quand le dossier est complet, tout ça. Je pense oui, que lorsqu'on a un oui. projet d'embauche de ce type, il faut s'y prendre quand même vraiment à l'avance, quoi. Faut s'y prendre à l'avance, oui, parce que la difficulté, c'est que la plateforme n'est pas joignable par téléphone. Ils vont donner, ils ont un numéro vert aussi, mais qui va répondre aux questions techniques, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à saisir sa demande, qui a une difficulté pour ça, mais ils ne vont pas apporter d'informations sur l'éligibilité ou pas de la demande. D'accord, donc ça veut dire qu'un professionnel qui a une question, très précise ne peut avoir personne au téléphone, en fait, Bah, pour le renseigner? pas au niveau de la plateforme du ministère de l'Intérieur. D'accord. Après, nous, on est un service de renseignement, on peut, on peut renseigner, on peut donner pas mal d'informations, mais au niveau de la plateforme, non. Tout est en ligne. D'accord. C'est plutôt vos coordonnées qu'il faut garder précieusement. Oui, 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 oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on peut passer peut-être à l'intervention de votre collègue, qui nous a rejoint, Enora, Guilherme, sur, l'embauche de travailleurs ukrainiens. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Effectivement, je suis directrice départementale adjointe de la DETS. Alors peut-être partie plus cohésion. Je sais que les DETS sont encore trop peu connues, hein. Ce sont les anciennes directes et les anciennes DDCS. Et donc là, je prends peut-être plus le volet DDCS pour m'exprimer aujourd'hui. Et en tant que référente Ukraine désignée par le préfet sur les hébergements et les logements. Ce que je peux vous dire, c'est parce que je vois ce que vous avez mis comme intitulé qui était nombre et localisation et modalités de sollicitation Ukraine. Je vais peut-être commencer par là pour donner tout de suite cette information. Il y a 1100 Ukrainiens qui sont dans le Finistère
Et dans les 1100 Ukrainiens, il y a à peu près 800 Ukrainiens qui sont des adultes, puisque les 400 sont des enfants. Sur les 1100 Ukrainiens, certains sont dans des centres d'hébergement temporaire qui sont gérés par l'État et les collectivités, financés par l'État. Ces centres d'hébergement temporaire sont localisés à Fouesnant, à Pont-l'Abbé, étaient localisés jusqu'à il y a peu à Riec-sur-Belon et à Concarneau. Les deux centres de Riec et de Concarneau ont fermé le 30 juin. Mais il y a eu 45 personnes à Riec et 25 à Concarneau jusqu'au 30 juin. Il y a à peu près 60, en tout cas, il y a une capacité d'accueil de 60 personnes à Pont-l'Abbé et une capacité d'accueil de 64 personnes à Fouesnant. Et Fouesnant et Pont-l'Abbé sont des centres d'hébergement qui sont ouverts pour l'instant sans date de fermeture. Donc, on a des personnes qui y viennent, qui en repartent, d'autres qui arrivent. Voilà, ce sont bien des centres d'hébergement dits temporaires. Et nous avons également un centre à Brest qui est ouvert depuis mai et qui accueille, qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 80 personnes à peu près qui sont à Brest. Donc ça, c'était pour la localisation, sachant que donc on arrive à peu près à 300 personnes accueillies dans ces centres d'hébergement temporaire depuis le début. Vous voyez que ça ne fait pas le compte avec les 800, 700, 800 personnes qui sont dans le Finistère, les personnes adultes. Mais nous avons des personnes qui sont dans ce qu'on appelle le diffus, c'est-à-dire des personnes qui sont hébergées par des personnes, des citoyens, qui les hébergent et qui ne se sont pas nécessairement identifiées auprès de nous. Voilà. Donc ces personnes-là, nous pouvons malgré tout les connaître et connaître leur localisation quand on les suit sur le plan social ou parce qu'elles se sont identifiées auprès de la préfecture pour avoir une APS-PT. La PSPT, c'est l'autorisation provisoire de séjour. Oui, c'est ça, PSPT, autorisation provisoire de séjour, protection temporaire. Je cherche PT. Et l'autorisation provisoire de séjour, protection temporaire, on a à peu près 700 personnes qui l'ont dans le Finistère, ce qui me permet de vous dire le nombre de personnes aujourd'hui qui sont dans le Finistère. Et la particularité pour les Ukrainiens de cette APSPT, c'est qu'ils peuvent travailler. C'est indiqué sur leur APS-PT. Voilà. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans des dispositifs comme ce qui vous a été décrit tout à l'heure. Ils ont déjà la mention sur leur carte capacité de travail, autorisation de travail, qui est mentionnée puisqu'ils ont un statut de déplacé et non pas un statut de réfugié. Donc ce statut de déplacé leur permet d'avoir cet APS-PT qui leur a été donné pour une durée pour l'instant de 6 mois. Alors, ils sont arrivés en moyenne en février, mars, avril, mai. Donc, les renouvellements, en gros, à la préfecture vont se faire en août ou en septembre pour le plus gros des troupes. Cette APSPT peut être renouvelée. Pour l'instant, on nous parle jusqu'à une durée totale de 3 ans. On nous dit également, mais ça, c'est à confirmer encore, que les renouvellements qui se feront en août pourront aller jusqu'à 11 mois. Donc peut-être que la nouvelle APSPT qui sera délivrée en août-septembre ne sera pas de 6 mois, mais de 11 mois. Et pour l'instant, on nous avait dit que la PSPT irait de 6 mois en 6 mois jusqu'à 3 ans. Voilà. Ce qui permet aussi aux Ukrainiens de toucher l'ADA, l'allocation de demandeurs d'asile. Bon, ça n'est pas un bon nom parce qu'en l'occurrence, ils ne sont pas demandeurs d'asile puisqu'ils sont déplacés, mais ils bénéficient de cette aide qui, du coup, n'a pas changé de nom. Alors, qui dépend de la configuration familiale, mais en moyenne, ils ont 250 € par mois. Et ça dépend aussi s'ils sont logés ou pas, mais bon, en moyenne, en général, ils l'ont. Donc ça, c'était pour vous répondre sur le nombre, la localisation. Donc, on a quand même beaucoup de monde et dans le nord et dans le sud Finistère. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a toujours des personnes qui arrivent aussi, indépendamment du nombre de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est acté dans le Finistère, c'est qu'il y a une arrivée de 25 personnes par mois. Les prochaines personnes qui arriveront dans le Finistère, normalement, devraient arriver à Pont-l'Abbé la semaine prochaine. Il y aura aussi de nouvelles personnes qui arriveront normalement au mois d'août à Brest. Et sans doute en septembre à Fouesnant. Voilà. Et on va être sur cette hauteur-là, cette capacité d'accueil de 25 personnes tous les mois. Voilà. Donc, ça n'est pas ce ne sont pas des arrivées qui s'arrêtent. Elles diminuent, mais elles continuent régulièrement. Les personnes arrivent avec des diplômes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
dans les retours que j'ai, parce que j'entends que c'est une population qui souhaite travailler très rapidement, et comme ils ont leur APS aussi très vite, beaucoup travaillent déjà. Je comprends, dans les 3/4 des centres, on a déjà des personnes qui sont dans des contrats saisonniers. Maintenant, en août ou septembre, ils rechercheront de nouveau du travail. Donc, ce sont des personnes qui sont très volontaires pour le coup et qui sont aujourd'hui 800 quasiment. Les modalités de sollicitation, puisque c'était la 3e question, il y en aura certainement d'autres, hein, mais je pense que le plus simple, c'est l'adresse mail de la DDETS partie Ukraine, qui est donc DDETS-6 Ukraine @finistère.gouv.fr. DDETS-Ukraine@finistère.gouv.fr. Alors, il n'y a pas 40 personnes derrière cette boîte mail, mais voilà, une personne de nos équipes qui pourra répondre à vos questions. On n'est pas non plus la préfecture, donc voilà, on ne peut pas vous dire pourquoi certaines APSPT, par exemple, n'ont pas été reconduites. En général, quand une personne a eu une APSPT de 6 mois, on peut considérer qu'elle va être reconduite. Ceux qui n'ont pas réuni les conditions requises n'ont eu une APSPT que de 1 mois et ont reçu depuis, pour la plupart, un courrier leur indiquant qu'ils ne répondaient pas aux conditions et qu'ils devraient sortir du dispositif que je vous ai décrit. Donc, autre sollicitation, modalité de sollicitation possible, c'est aussi Pôle emploi, bien sûr. Même si je mets une réserve à ça, pour en avoir discuté avec la directrice de Pôle emploi du Finistère, il y a aujourd'hui à peu près 35 Ukrainiens qui sont inscrits à Pôle emploi seulement. Avec ce que je viens de vous dire sur le nombre de personnes, les milliers qui sont, enfin le millier qui est dans le Finistère, c'est très peu. Mais en l'occurrence, beaucoup ont trouvé du travail sans passer par Pôle emploi. Il n'empêche que leur fichier grossit et que Pôle emploi tient des permanences dans les centres d'accueil. Donc ça reste un bon créneau quand même. L'adresse mail que je vous ai donnée, mais Pôle emploi aussi, sont de toute façon des liens vers une association que nous finançons qui s'appelle Coalia et qui suit beaucoup de parcours, alors tous les parcours des 300 et quelques personnes dans les centres, mais qui a aussi une visibilité sur beaucoup de personnes qui sont chez des particuliers, et donc qui connaissent leur parcours, qui connaissent leurs compétences, et qui peuvent être du coup vraiment une ressource importante. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a la question des mineurs ukrainiens. Et là, pour le coup, parce que j'ai déjà eu des questions sur ce sujet, le fait qu'ils puissent travailler. Et pour le coup, ça rejoint, leur statut rejoint ce qu'a écrit Philippe Blouet sur les mineurs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de justifier de régularité de leur séjour, par contre. Mais dès lors qu'ils veulent travailler, ils doivent avoir une protection temporaire mineure. Pour ceux qui sont accompagnés et qui souhaitent travailler, ils devront solliciter une carte de séjour temporaire d'1 an portant la mention salarié ou travailleur temporaire. Et ils devront néanmoins aller sur cette... ils devront néanmoins, en tout cas, ils devront justifier d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà ce que je peux vous dire de plus complet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas dit que je m'excusais, je n'ai pas de caméra avec Teams en fait. Hein, ça n'est pas parce que je ne voulais pas être vue. Merci pour votre intervention. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions par chat ou ou en direct. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà embauché des travailleurs ukrainiens qui peuvent faire un retour d'information sur ce sujet. Pas de commentaires, c'est que ça devait être très clair. J'espère. Ou très confus et du coup tout le monde s'est perdu. Oui, sur ceux dans la majorité qui sont hébergés chez les particuliers, on a une idée de la localisation ou de la localisation sur le territoire? Alors on a une idée, oui, quand les particuliers nous appellent ou appellent les CCAS. Ça revient quand même à ce que je vous ai dit. Globalement, on est beaucoup sur le sud Finistère. On est aussi dans le nord près de Brest. Mais il y a aussi des personnes à Châteaulin et à Morlaix. C'est quand même un peu partout sur le Finistère.
Que j'imagine qu'ils sont très peu mobiles. Alors oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'ils, pour ceux, en tout cas pour ceux qui ont le permis, ça c'est une information importante, ils peuvent conduire un véhicule, leur permis ukrainien est valable en France, tout pendant qu'ils ont une APS-PT. Donc certains peuvent conduire, et même je sais que ça peut surprendre peut-être, parce que certains sont venus avec leur voiture. Donc certains sont mobiles. Après, c'est vraiment du cas par cas. Ok, merci. On va poursuivre. Merci. Et puis, si vous avez des questions à la fin de la réunion, on pourra y revenir. Madame Créas, du coup, peut-être vous allez pouvoir enchaîner sur les dispositifs de l'UMI. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, Myriam Créa, je fais partie du conseil d'administration de l'UMI Finistère depuis quelques temps. Voilà, je ne sais pas si, je pense que pas mal de personnes sont déjà au courant. On a signé une convention le 30 juin avec l'Office française de l'immigration et avec l'ANETI en Tunisie. Donc, c'est Hubert Jean que je représente aujourd'hui. Qui est allé signer cela en Tunisie. Donc, comme vous pouvez le voir, l'UMI met en place avec l'ANETI, en pratique, l'UMI met en place avec l'ANETI et les entreprises françaises des emplois, donc 4000 emplois saisonniers, de durée maximum de 5 mois, qui doivent être logés et avec des conditions au niveau salarial exactement comme en France. Donc, pour cet été, ça va vraiment être au cas par cas et très, très... c'est un peu rapide, mais 2022, fin 2022, c'est en place et début 2023. Donc, pour la saison d'hiver, ce sera en place. Donc, avec les mêmes lois, les mêmes voilà, qu'en France. Je suis désolée. Je ne sais pas si... Ça sera donc la même réglementation qu'en Exactement, ouais, même France, réglementation. donc sur des durées de contrat inférieures à 5 mois, c'est ça? C'est ça, 5 Avec mois un max. logement qui doit être prévu par l'employeur. Voilà, et l'ANETI mettra, donc l'ANETI qui est l'équivalent de Pôle emploi en Tunisie, mettra en relation sur la plateforme les CV qui vont être sélectionnés au préalable directement. Donc l'important, c'est de se connecter à hcremploi.fr pour pouvoir sélectionner des CV. Ce n'est pas encore en place, voilà, la plateforme. Donc il y aura au menu déroulant une inscription. Ce ne sera pas payant et vous pourrez vous inscrire directement dès que ce sera en place. Et donc c'est accessible, ce sera accessible aux personnes qui adhèrent à l'UMI, mais aussi Oui, tout à fait, aux non-adhérents. Et tout à l'heure, on parlait aussi des questions. Pour tout adhérent à l'UMIH, il est très important d'appeler, de solliciter et de poser des questions. On est là pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce partenariat entre l'UMI Juste peut-être pour préciser une petite chose, la signature de la convention entre le Pôle emploi Tunisie, enfin l'équivalent de Pôle emploi Tunisie et l'UMI n'a pas d'incidence sur la réglementation applicable en France en matière que j'ai décrite, en matière de séjour et de travail sur le territoire national. On reste sur des dispositions qui sont des dispositions de droit commun, voilà, en dehors effectivement de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'absence de dépôt d'offres
à Pôle emploi, puisque effectivement, c'est une condition qui sera de fait, dont les employeurs seront exonérés s'agissant des Tunisiens. Mais pour le reste, hein, on est toujours effectivement sur les mêmes réglementations, aussi bien en termes de séjour qu'en termes de travail, que la réglementation qu'on a évoquée dans les développements précédents. Juste une précision complémentaire, ça ne vient pas du tout en contradiction avec ce qui vient d'être dit, bien entendu. Mais c'était juste pour que l'information soit claire pour les employeurs. Juste pour que ce soit bien clair, assurez-moi que j'ai bien compris. Donc les candidats donc, diffuseront leur CV sur ce site-là. Et donc un employeur qui serait intéressé pour embaucher un salarié tunisien, donc prend contact avec le salarié via ce site. Tout à fait. C'est ça. Et c'est l'ANETI qui dépose, donc le Pôle emploi tunisien qui dépose le CV sur le... Donc ce ne sont que des gens qui parlent le français et qui ont surtout un savoir-faire dans la restauration. On cherche à avoir des personnes qui sont compétentes et qualifiées et qui sont logées, accueillies et à qui on va apprendre nous aussi nos connaissances. Et il n'est en aucun cas, c'est pas pour remplacer les travailleurs français, ni de remplacer, c'est d'abord passer par Pôle emploi et si on ne trouve pas de travailleurs qualifiés dans le domaine qu'on cherche, passer par l'ANETI au niveau tunisien. Oui, après, on est dans le cadre des demandes d'introduction. C'est-à-dire qu'une fois que l'employeur a trouvé son candidat, il va déposer sa demande sur la plateforme. Et donc, ça va être dirigé sur la plateforme d'Avignon qui est dévolue aux personnes qui viennent pour des saisons, pour des emplois saisonniers. Et après, il obtiendra son visa de long séjour lui permettant de rentrer en France et obtiendra son titre de séjour travailleur saisonnier qui serait valable 3 ans. Donc avec une obligation de retourner donc dans son pays au bout à la fin de chaque contrat, quoi. Alors nous, au niveau de l'accord bilatéral, c'est des contrats maximum de 5 mois. Oui, voilà. Donc il viendrait maximum 5 mois en France, après il retourne chez lui, mais il peut avoir un titre de séjour de 3 ans et revenir, par exemple, 5 mois tous les ans. Ça, c'est possible. Et après, il peut avoir un renouvellement. Par contre, s'il va changer d'employeur, admettons qu'il va faire donc cette année 5 mois, l'année prochaine, s'il change d'employeur, il sera obligé, le nouvel employeur sera obligé de refaire la demande sur la plateforme. Après, ça sera une formalité. Mais il aura déjà un titre de séjour saisonnier valable 3 ans. Mais il faut qu'il y ait quand même une autorisation de travail. Il faut qu'on sache chez qui il est, en fait. Chez quel employeur il est. Oui. Est-ce que vous avez la date de mise en ligne de la plateforme? Pas encore. C'est en cours. Donc, un professionnel identifie sur la plateforme un collaborateur qui correspond à ses besoins. Il va ensuite, une fois que le mariage, entre guillemets, s'est fait, il va déposer la candidature de ce collaborateur sur le site du ministère, enfin sur la plateforme du ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a 2 mois d'instruction avant que potentiellement le collaborateur puisse se déplacer pour travailler. On est bien d'accord? Après, parfois, ça va parfois très vite. Ça va plus vite parfois. Moi, j'ai eu des employeurs qui m'ont dit, après avoir eu la validation sous 10 jours. Ils ont un délai de 2 mois. Le délai de 2 mois, c'est maximum. Après, ça peut aller plus vite. J'ai eu des situations il y a quelques mois pour lesquelles ça avait mis 10-15 jours à se faire. Donc, ça peut aller assez vite. Par contre, il n'y a pas d'obligation pour le professionnel du Finistère à déposer une offre à Pôle emploi. On est bien d'accord?
Là, par rapport à pour les Tunisiens, à partir du moment où c'est un code ROM qui est autorisé, il n'y a pas de souci. Hein. Là, de ce qui a été discuté, il s'agit à peu près de 4 000 emplois. 4 000 emplois. 4 000 personnes qui seraient susceptibles de pouvoir être intéressées par... Alors là, dans les 4 000 emplois, ce sont des cuisiniers, des employés polyvalents en restauration, des serveurs, des barman, des gouvernants, des choses, c'est ça essentiellement? Tout à fait. Oui, donc en fait, c'est la même liste que la convention bilatérale conclue avec la Tunisie en 2003. Sauf qu'en fait, votre convention à vous, c'est avec l'ANETI pour Oui. simplifier tout simplement. Parce que même s'il n'y avait pas eu cette convention, si je comprends bien, puisqu'on est sur on est sur des emplois qui relèvent de l'accord bilatéral, ça aurait été possible. Mais là, vous, c'est la mise en relation qui est simplifiée et Ça qui fait que simplifierait. vous allez trouver des candidats plus facilement. Et il est possible aussi, avec l'Office français d'immigration, directement, d'avoir un appui, une aide pour pouvoir simplifier pour que tout soit vraiment en règle et faire les choses correctement. Oui. Alors, on a une nouvelle C'est bien. question. Donc, les billets d'avion aller puis retour sont à la charge de qui? Est-ce qu'il y a Alors, une ils sont pris participation? par l'ANETI. Pris en charge par l'ANETI directement. Un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Armelle Calmet. J'interviens. Oui, Madame Kenedek a indiqué que donc l'exonération donc par rapport au dépôt d'offres d'emploi à Pôle Emploi là concernait donc les secteurs qui étaient visés par certains codes ROM et en l'occurrence en production agricole, puisque je m'exprime pour la production agricole. En tant que représentante de la FDSEA, je voulais savoir si ça correspondait bien au code donc de comment dire, les emplois d'éleveurs, etc., qui sont visés effectivement par cette exonération. Et est-ce à dire que en fait, on aurait les mêmes facilités pour le monde de l'élevage? Par rapport à la Tunisie? Oui, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Je suis en train de regarder parce que j'ai la liste pour la Tunisie. Oui. Je ne vois pas grand-chose pour l'agriculture. Oui, ici, il y a des arboriculteurs. Bon, enfin, ici, ce n'est pas tellement la région. Arboriculteurs, viticulteurs. Le secteur du maraîchage, non? Je regarde parce que la liste est très longue. Oui, Et d'accord. c'est pas très. C'est un peu mélangé. Oui. Donc, je vois toujours ce qui tourne autour de l'arboriculture. Est-ce que ces listes sont accessibles sur votre site? Non. Alors, la liste générale, on a l'arrêté, ça a été publié au JO du 1er avril, je crois. Donc là, cette liste-là, vous tapez sur un moteur de recherche liste des métiers en tension arrêté 2021, vous allez avoir accès. Vous allez avoir accès. Ça, on peut vous le communiquer, Madame Léost, après. Oui. L'arrêté, on peut vous le communiquer si ça vous facilite oui, je la veux bien. communication. Voilà. Par contre, effectivement, c'est là on est sur la liste générale. La liste ensuite par pays, ça, je ne sais pas. Il n'y a pas d'obstacle à ce que j'ai Oui, moi je l'ai, mais après, il faut vérifier qu'il n'y a pas eu de changement, parce que moi, je les ai depuis un petit moment. Je ne vois pas grand-chose pour l'agriculture chez les Tunisiens. Mais je vais approfondir, je vais regarder pour les autres pays. D'accord, je vous Je vous remercie. dirai dans ce cas-là. D'accord.
Et donc, si jamais certains emplois sont éligibles, dans les mêmes conditions, l'ANETI pourrait donc accompagner le dépôt, bien sûr, des offres, des CV sur la plateforme, et puis également la prise en charge donc, des billets d'avion aller-retour dans les mêmes conditions. On est sur les mêmes... Alors, je ne peux pas vous répondre à cette question, parce que là, c'est un accord de branche avec l'UMIH, syndicat de l'hôtellerie, restauration et des cafés, discothèque. Je ne saurais pas. D'accord. Très bien. Bon, ben, on va explorer. Là, on est sur un accord spécifique, de mon point de vue, donc qui vise uniquement, qui concerne uniquement une branche d'activité en particulier. Je ne pense pas qu'effectivement ça puisse être étendu à d'autres secteurs d'activité. Ouais. Par contre, le site, je pense que le site est accessible. Enfin, j'imagine que, à moins qu'il y ait un site dédié pour cette action-là. Au niveau du site, la CHR, c'est vraiment spécifique à l'hôtellerie, à la restauration, au café, avec la liste des serveurs, cuisiniers, voilà. Et l'ANETI sélectionne ces CV par rapport au métier des personnes qualifiées. D'accord. Très bien. Merci. Et est-ce que vous faites un accompagnement pour les demandes d'emploi, les demandes d'autorisation de séjour et demandes de travail en tant que UMH? Alors, la convention vient d'être signée au 30 juin. Il va forcément avoir des réglages, avoir à se mettre en lien avec des professionnels et avec la Tunisie à essayer de caler tout ça. La saison, chacun de nous aussi actuellement là pendant l'été est un petit peu bien, on est tous un peu bien pris, mais d'ici 2022, fin 2022, on sera en place et on aidera. D'accord, très bien. Je prends la parole par rapport à votre question, Madame Calmet. Pour la Tunisie, il y a les conducteurs d'engins d'exploitation agricole et forestière, d'accord. pour lesquels ce n'est pas opposable. D'accord. Merci, Madame Kenedek. S'il y a d'autres questions? Pas de questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions à l'issue de cette réunion, à me les adresser ou les adresser directement à la DEPS. On essaiera, ou à l'UMI d'ailleurs, on essaiera autant que possible d'y répondre. Voilà, c'est un sujet assez vaste, donc il y aura certainement des questions au cas par cas au fur et à mesure des mois à venir, donc n'hésitez pas. On va clôturer cette réunion. Je remercie Merci. tout le monde, les intervenants, pour le temps passé, et puis les participants à cette réunion. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.